Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de la COP 29, la 29e conférence des parties sur le climat organisée par les Nations Unies. Alors elle s'est déroulée cette année du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Au regard du manque de respect cruel des droits de l'homme qui règne dans ce pays, ce choix interroge et c'est le sujet de notre grand entretien avec Thibaut van den Bosch. Bonjour. Bonjour Marie. Bienvenue sur Ligne droite, merci d'avoir accepté notre invitation. Thibaut van den Bosch, vous êtes chargé de plaidoyer pour la liberté religieuse au sein de l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice. Alors, vous venez de publier un rapport sur le sort tragique des détenus dans les prisons de Bakou. Vous y parlez de 3 catégories de détenus, donc des Arméniens, des opposants internes, les Azéris, mais aussi des Français qui subissent des traitements inhumains et dégradants. Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs la réalité de leurs conditions de détention? Alors, des nouvelles qu'on a, en fait, c'est assez peu, malheureusement, parce que l'accès à la justice est très faible et tous les procès sont repoussés les uns après les autres. Par exemple, il faut savoir que la France, en effet, actuellement, a 3 prisonniers français en ce moment en Azerbaïdjan pour des motifs politiques. Donc déjà, c'est des conditions de détention arbitraires pour commencer. Juste pour le principe de justice, voilà, il n'existe pas. C'est une condamnation de la France pour son soutien à l'Arménie. L'Azerbaïdjan, en représailles, a emprisonné 3 Français, dont un qui a fait un graffiti dans le métro, un graffiti qui n'avait pas de message politique, évidemment, et il était accompagné d'un Néo-Zélandais et d'un Australien. Lui, c'est les deux ont écopé d'une amende et lui de 3 ans de prison. Et là, il attend 3 ans de prison, il attend l'audience de l'appel qui devait avoir lieu avant la COP, qui finalement a été repoussée après la COP et qui finalement, maintenant, on vient d'apprendre qu'elle a été encore repoussée de 3 semaines. Donc, là, c'est des conditions de détention arbitraires. Et en plus de ça, dans la mesure où, suivant les rapports qui peuvent nous parvenir, par exemple, ils n'ont pas accès à des visites, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils ne peuvent pas s'asseoir, ou si on les met assis, ils ne peuvent pas se lever. Donc, c'est des brimades, des sanctions par rapport à la nourriture, par rapport aux visites, mais à des degrés divers. C'est-à-dire que je pense les prisonniers français peuvent être utilisés comme monnaie d'échange, dans le cadre de la tension diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan, ce qui n'est pas le cas des opposants azéris ou des prisonniers de guerre ou des prisonniers civils arméniens du Haut-Karabakh. Alors, on reviendra évidemment sur les relations entre la France et l'Azerbaïdjan, puisque c'est aussi un sujet qui nous intéresse ce matin. Avant, peut-être un dernier mot sur ces détenus azerbaïdjanais. Pour le coup, on parle de plus de 300 prisonniers, c'est ça? Qu'est-ce qui leur valent d'être en prison? C'est des dissidents politiques, tout simplement? Oui, il y a des dissidents politiques, il y a aussi des journalistes, il y a des militants des droits de l'homme, des militants pour le climat. Les causes sont multiples. C'est pas du tout une affaire récente, c'est pas du tout seulement dans le contexte de la COP ou dans le contexte du nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. En fait, Heydar Aliyev, donc le père de l'actuel président, lui dirigeait le pays déjà sous l'ère soviétique. Puis après, il était président depuis 93. Lorsqu'il est décédé en 2003, une fraude électorale avec 80% des suffrages a amené Ilham, donc l'actuel président. Et donc, le président actuel, depuis 2003, il maintient son pays par la force, en fait, par des élections truquées, par le contrôle de l'oppression, de l'opposition politique. Clairement, en fait, toute la société en pâtit.
malheureusement. Et c'est une méthode pour se maintenir au pouvoir. Il a notamment changé la constitution pour ne plus avoir de limite au nombre de mandats. Il a nommé sa femme vice-présidente. Et donc, en fait, ça fait partie du lot d'un régime autoritaire, la répression aussi de la liberté de manifestation, la liberté d'association, la liberté d'expression. Avec ce que vous venez de dire, on comprend qu'il y a presque un régime dynastique en Azerbaïdjan. Est-ce que le piétinement justement des droits fondamentaux est vraiment lié, c'est ça, à l'arrivée au pouvoir en tout cas, de Ilham Aliyev, de ce que vous dites, vous parleriez, enfin, est-ce qu'on peut parler presque de dictature en l'occurrence ? Oui, c'est ça, c'est en train de s'installer. Dès le début, il y a eu des trucages d'élections. Après, c'est un tout petit peu délicat parce que justement, les élections existent, même si elles sont truquées. Les libertés existent, même si elles sont durement réprimées. Pour faire un semblant, effectivement, une vitrine de démocratie. Voilà, c'est ça, une vitrine, tout à fait. Et en fait, peut-être qu'en 2003, c'était encore possible de réagir. Parce que Ilham n'avait pas encore pris tout l'Azerbaïdjan sous son contrôle. Malheureusement, là, en 2024, il contrôle vraiment toute la société, toute l'organisation politique. Donc c'est de plus en plus difficile de faire marche arrière, en fait, et d'essayer d'obtenir un changement de régime. C'est très compliqué. Tout à l'heure, vous parliez de ce cas du Français Théo Clair, celui qui a fait des graffitis dans le métro, et vous expliquiez que c'était d'une certaine manière des représailles pour la France, pour son soutien à l'Arménie, que c'est donc, on comprend bien que ces abus finalement de détention arbitraire sont un levier diplomatique. Aujourd'hui, quel est vraiment l'état de nos relations entre la France et l'Azerbaïdjan ? Du côté de la France, vous l'avez dit, à partir du moment où peut-être Emmanuel Macron a doucement d'ailleurs, sans vraiment taper du poing, mais doucement apporter son soutien à l'Arménie, tout s'est rompu, c'est ça ? Oui, en effet, depuis le soutien à l'Arménie, alors que c'est un soutien moral, il n'y a pas eu une action militaire, une action financière de grande ampleur. C'est un soutien moral dans le contexte du nettoyage ethnique au Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan, là, en septembre 2023, a terminé d'attaquer le Haut-Karabakh. Et la prochaine étape, après le Haut-Karabakh, c'est l'Arménie elle-même. Et la France a une grande relation d'amitié avec l'Arménie, et puis il y a une grande diaspora arménienne en France. Et donc la France a apporté son soutien, la France par la voix du président Emmanuel Macron a apporté son soutien à l'Arménie, ce qui n'a pas été du goût de l'Azerbaïdjan, qui a fait du JO bashing, donc qui s'est donné à cœur joie pour dire que la France ne sera jamais prête pour accueillir les Jeux Olympiques. Et plus grave, c'est l'ingérence dans ce qu'il appelle les colonies françaises ou les restes de colonies. Donc en fait, tous nos territoires d'outre-mer, la Corse y compris, mais surtout la Nouvelle-Calédonie, où l'Azerbaïdjan a soutenu les indépendantistes. On voyait des drapeaux azéris durant les manifestations. Et en ouverture de la COP, Aliyev, dans son discours, a mentionné que la France avait été responsable de morts. Et donc, en fait, c'était la France qui était condamnable pour ces morts lors des manifestations en Nouvelle-Calédonie, et non pas Azerbaïdjan responsable pour sa répression terrible dans son propre pays. Et ça a mené à quoi ? Ça a mené que le président Macron n'est pas venu en Azerbaïdjan, ni la ministre, Agnès Pannier-Runacher. Et voilà, il y a eu une espèce de... Voilà, on ne va pas en Azerbaïdjan, on montre comme ça qu'on est fermement opposé au régime. Là, on peut s'en réjouir. Oui, voilà, on peut s'en réjouir qu'il y a eu une action symbolique, mais quand même une action forte de ne pas venir à la COP. Oui, c'est un bon premier pas, en tout cas, effectivement, pour se faire respecter sur ce dossier pour la France. Alors, par ces conditions de détention dégradantes dont on parlait tout à l'heure, notamment les tortures, vous disiez, ils peuvent pas s'asseoir, se lever. L'Azerbaïdjan viole ouvertement différentes conventions. Alors, pour ce qui est de l'invasion au Haut-Karabakh avec les prisonniers de guerre, la Convention de Genève, sinon la Convention européenne des droits de l'homme. Pourtant, c'est deux conventions auxquelles l'Azerbaïdjan a souscrit. Alors, il s'expose, on l'imagine, à des sanctions pénales, internationales. Est-ce que la réponse est au rendez-vous ? Oui, déjà, est-ce qu'il s'expose ? En fait, il fait partie des conventions, il ne les respecte pas.
Pour la torture, par exemple, en prison, il y a le comité contre la torture du Conseil de l'Europe ou à l'ONU. Et en fait, maintenant, la technique, c'est de plus laisser l'accès possible. Donc, sans accès des enquêteurs, il y aura plus de rapports. Et même s'il y a des rapports, la torture continue parce que vraiment, ça fait quelques décennies qu'il y a des rapports qui s'enchaînent. Après aussi, au niveau du Conseil de l'Europe, qui regroupe 46 États membres, qui est spécialisé dans les droits de l'homme, donc qui est une institution distincte de l'Union européenne. Au sein du Conseil des droits de l'homme, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, et elle aussi, cette cour, en fait, juge des affaires entre des individus et un État, enfin, ou un individu et un État. Et donc là, il y a eu des affaires de torture, justement, de prisonniers en Azerbaïdjan. Et normalement, si l'Azerbaïdjan est condamné, il devrait respecter l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Il ne le fait pas non plus. Il a un des pires taux d'application des arrêts. Alors, en fait, il vit sa vie, si vous me permettez l'expression. L'Azerbaïdjan vit sa vie de son côté. Il sait qu'il ne respecte pas le droit international, auquel pourtant il s'est engagé. Voilà, il s'est engagé à respecter par ses conventions. Mais en fait, il a un pouvoir économique qui lui permet de nous faire tout accepter, notamment du point de vue de l'Union européenne. L'Union européenne, au niveau de la Commission européenne, s'est engagée à acheter du gaz azéri pour ne pas acheter de gaz russe. Et donc, elle est liée de cette manière économique, et les sanctions pour les droits de l'homme tardent à arriver, alors même qu'elles sont demandées par le Parlement européen. C'est un peu ça le paradoxe. Le Parlement européen, donc les députés, ceux qui nous représentent, ceux que les Français et les Européens ont élus à l'Union européenne, l'institution politique, le Parlement européen demande des sanctions et la Commission fait la morte. Oui. Donc c'est une terrible injustice en fait, et on voit qu'il y a des choses qui nous dépassent un peu au niveau européen, des tensions politiques, des tensions de corruption, des tensions économiques. Voilà. Vous avez parlé de la corruption, on pense évidemment à toute cette diplomatie effectivement du caviar qui est connue pour l'Azerbaïdjan. Vous avez parlé de la pression économique. C'est vrai qu'en préférant le gaz azéri au gaz russe, d'une certaine manière, l'Europe démontre qu'elle attache moins d'importance aux Arméniens du Haut-Karabakh qu'aux Ukrainiens du Donbass. On peut faire ce constat. Donc on comprend qu'il y a une complicité totale, peut-être une hypocrisie, peut-être une lâcheté de la part des institutions européennes vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, on peut noter que les Nations Unies reconnaissent toujours à l'Azerbaïdjan sa légitimité sur le territoire du Haut-Karabakh. Ça conforte évidemment le régime de Bakou dans leur politique. Quelle devrait être la réponse des instances européennes aujourd'hui et de la France face à l'Azerbaïdjan ? Alors, l'Union européenne devrait écouter la voix du Parlement européen et prendre des sanctions, revoir l'accord gazier de juillet 2022, faire des sanctions ciblées pour les dirigeants azéris. Et puis, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a déjà un début de sanctions qui est pris. En janvier 2024, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a exclu ou a suspendu la délégation des députés azéris. Donc là, c'est un premier pas. Il était temps. Mais l'Azerbaïdjan fait toujours partie du Conseil de l'Europe, ce qu'il faut souligner. Et après, également pour l'Union européenne, en fait, l'Azerbaïdjan fait partie de la politique de voisinage de l'Union européenne. Donc là aussi, il y a un impact économique, un impact de développement. Les pays qui sont aux alentours de l'Union européenne, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne, ont des partenariats divers et variés, économiques, mais aussi, par exemple, pour la transition énergétique, pour le développement de l'énergie verte, pour soutenir l'éducation, soutenir l'égalité homme-femme, etc. Donc, il y a dans nos institutions, au Conseil de l'Europe et à l'Union européenne, il y a des volets droits de l'homme, il y a des volets économiques, qui fait qu'on est encore avec des liens forts avec l'Azerbaïdjan. Et la difficulté, c'est si jamais il quitte, dans ce cas, on n'aura plus aucun moyen de pression. Mais de toute manière, si jamais il reste avec nous, il nous écoute pas. Je pense que la France, par exemple, a bien fait de ne pas aller à la COP. La France doit faire très attention à la Nouvelle-Calédonie, à la Corse, à l'ingérence de Bakou dans ses affaires. Je pense qu'il faut une grande vigilance. Et la solution viendra en tout cas de l'aspect économique.
parce que est-ce qu'on est si dépendant que ça du gaz azéri? Est-ce qu'on peut développer notre propre énergie ou acheter ailleurs? Ça déjà, ça pourrait être une bonne question. Si l'Azerbaïdjan si nous on cesse d'acheter, lui il cessera de vendre et il devra se tourner vers d'autres partenaires. Je dis pas que la situation en interne s'améliorera forcément et immédiatement, mais en tout cas nous, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, où on se prétend d'une influence morale sur le monde ou en tout cas sur notre continent, ce serait la moindre des choses que de prendre des actions concrètes contre l'Azerbaïdjan. Et justement, sur ce Conseil de l'Europe, vous venez de dire, ils ont été suspendus, leur délégation au début de l'année 2024, c'est pas suffisant. Il faudrait donc une exclusion de fait. Oui, si on peut faire ce parallèle avec la Russie qui a été exclue du Conseil de l'Europe, et là, tout entier, suite à l'agression de l'Ukraine. Finalement, l'Azerbaïdjan, suite à l'agression du Haut-Karabakh, ça serait bon de l'exclure également, d'autant plus que si jamais vous estimez que l'agression du Haut-Karabakh et le nettoyage ethnique de 120 000 Arméniens n'est pas suffisant, la simple violation en cascade des droits de l'homme en Azerbaïdjan quand même devrait nous faire réfléchir. Oui. Et alors concernant la France, j'imagine que les discussions diplomatiques sont compliquées et puis c'est pas votre dossier. Hein. Vous êtes là pour l'aspect évidemment juridique et de respect des droits de l'homme, mais vous avez listé vous avez formulé à la fin de votre rapport une liste de recommandations face justement à toutes les violations de l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous avez espoir qu'elles puissent aboutir parmi ces recommandations? Il y a effectivement la demande de libération immédiate de tous ces prisonniers justement, alors à la fois arméniens, mais peut-être qu'on peut penser aussi aux Français, bien sûr, aux 3 ressortissants français. Oui, bien sûr. Je pense que en ce qui concerne les ressortissants français, ça dépend de l'état des relations entre la France et l'Azerbaïdjan. Pour les prisonniers arméniens, c'est délicat parce qu'en réalité, ils ont la nationalité de l'Azerbaïdjan. C'était un territoire autonome, mais les Arméniens ethniquement du Haut-Karabakh n'avaient pas la nationalité de l'Arménie, la République d'Arménie, l'État voisin. Donc l'Arménie seule a du mal à faire une pression suffisante pour obtenir le fait que les prisonniers soient délivrés, les prisonniers arméniens. Néanmoins, la cause de l'Arménie est entendue dans la sphère politique en Europe et surtout en France. Mais ça peut jouer aussi en sa défaveur, justement. Si la France, qui elle-même a des prisonniers, difficile qu'elle obtienne la libération des prisonniers arméniens. En tout cas, ces prisonniers arméniens sont aussi détenus de manière arbitraire, sont aussi des otages. Il y a des hauts responsables politiques, comme Vardanyan. Il y a des militaires, mais il y a aussi des civils, des personnes tout à fait innocentes. Donc là, je pense que, en tout cas, une grosse mobilisation de la communauté internationale pourrait faire quelque chose, notamment auprès des instances de l'ONU, par exemple. Il y a des rapporteurs spéciaux contre la torture ou contre la détention arbitraire. Et puis, voilà, une pression internationale au niveau des instances. Et puis, c'est la même chose au niveau de l'Azerbaïdjan. Si jamais, en tout cas, on ne peut pas obtenir leur libération, la moindre des choses serait de mieux les protéger en France lorsqu'ils seront réfugiés. Parce que vous connaissez peut-être un réfugié politique qui a été assassiné, justement, fin septembre, début octobre, à Mulhouse, de l'Azerbaïdjan. Il y en a un autre qui s'est fait, qui a eu 16 coups de couteau à un moment. Donc, les réfugiés azéris en France sont aussi une problématique à bien prendre en compte. C'est le devoir de la France d'être à la hauteur et d'offrir une protection policière suffisante, de bien prendre en compte la menace réelle de l'Azerbaïdjan, même pour des réfugiés en dehors de l'Azerbaïdjan. Oui, vous le dites très bien dans votre rapport que Bakou, justement, traque ses opposants réfugiés à l'étranger. Enfin, voilà, jusqu'en France, ils viennent traquer leurs dissidents. Le dossier de l'Azerbaïdjan est vraiment compliqué, on l'a compris. Sur le respect des droits de l'homme, un autre pays
et concerner évidemment l'Algérie. Il n'est pas en reste. On va en dire un mot pour cette seconde partie d'émission, Thibaut van den Bosch, parce que l'actualité évidemment est secouée par l'arrestation totalement arbitraire de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, engagé contre les dangers de l'islamisme. Il devrait être condamné par son pays d'origine à la prison à perpétuité pour apostasie, notamment un crime supérieur en islam. Est-ce que ce type de répression est assez courant en Algérie ou pas ? Oui, malheureusement, c'est tout à fait courant. C'est un régime là qui base son pouvoir sur la force, l'armée et l'islam. Donc tout ce qui touche à l'identité islamique, à l'identité nationale arabe est condamné. Alors c'est l'apostasie, c'est aussi une atteinte à la sécurité nationale donc la peine de mort n'est pas appliquée. Donc c'est la prison à vie, mais c'est des choses très graves qui touchent là un opposant politique, si on peut dire, en tout cas un écrivain qui est considéré comme tel, qui est atteinte à la sûreté de l'État. Mais ça peut jouer aussi contre les chrétiens, et c'est là mon métier. En fait, c'est là où le Centre européen pour le droit et la justice intervient. De telles lois existent aussi contre les chrétiens. Par exemple, il est interdit d'utiliser des moyens qui pourraient séduire un musulman et l'inciter à se convertir, à devenir chrétien. Il est interdit de débranler la foi d'un musulman. Il est interdit de faire du prosélytisme, en fait, de manière générale. Et donc, voilà, ces lois existent et sont utilisées contre les chrétiens. Pourquoi ? Parce que devenir chrétien, c'est apostasier de l'islam. C'est donc aller à l'encontre de l'identité nationale et islamique telle que voulue actuellement par le régime algérien. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Là, en ce moment, il y a le pasteur Youssef Ourahman, qui est le vice-président de l'Église protestante d'Algérie, qui attend son procès qui n'en finit pas. Il passe d'appel en appel. On espère qu'il finalement il sera relaxé, parce que sa condamnation, c'est qu'il a fait un culte non autorisé, parce qu'il y a une histoire de liberté d'association qui est très restreinte. Et donc, si jamais on fait un culte alors qu'on n'y était pas autorisé, qu'on n'avait pas toutes les autorisations, on finit en prison. Parce que les chrétiens doivent demander l'autorisation pour exercer leur culte au sein de l'Algérie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc l'association religieuse, l'Église, doit être reconnue. C'est une histoire de liberté d'association. Ils ne doivent pas demander forcément à chaque fois, mais sur le principe, l'association chrétienne doit être reconnue, et également le lieu de culte, ça c'est très important. Sauf que à partir de 2019, les églises ont été fermées. Il y a eu le Covid également, et donc on ferme les églises, on empêche la reconnaissance des associations. Ces deux ensemble font que les chrétiens ne peuvent plus se réunir, donc ils se réunissent en cachette, et donc forcément, ils contreviennent aux lois, et ils se font arrêter. Et alors que risquent-ils ? Ils vont en prison, c'est ça aujourd'hui ? Il y a dans les geôles à l'algérienne, d'une certaine manière, une certaine quantité, on va dire, de la minorité chrétienne ? Oui. Alors, pour des histoires de liberté d'expression, pour des histoires de prosélytisme également. Donc, en effet, c'est un problème récurrent qui touche les chrétiens, qui touche les Kabyles, qui avec une dimension plus politique, les Kabyles étant plus affermis face au gouvernement d'Alger. Mais oui, on en a, et ça arrive souvent. Aujourd'hui, on voit en tout cas que c'est vrai, la situation des chrétiens en Algérie est de plus en plus difficile. En tout cas, j'invite nos auditeurs à retrouver aussi cet index mondial des persécutions des chrétiens
en 2024, c'était l'ONG Portes Ouvertes qui l'avait établi. On voit que l'Algérie est l'un des pays parmi ceux qui respectent le moins la liberté religieuse. Donc c'est vrai qu'on en parle moins, on pense plutôt aux pays du Moyen-Orient souvent, pour les chrétiens en tout cas, mais c'est vrai que le Maghreb, en l'occurrence l'Algérie quand même assez voisine, n'est pas en reste. Alors cet été avec le CLJ Thibaut van den Bosch, vous avez organisé une conférence aux Nations Unies à Genève pour plaider justement cette cause des chrétiens d'Algérie, persécutés donc en raison de leur foi par le gouvernement algérien. Quelles ont été peut-être les conclusions de cet événement d'abord ? Une mobilisation, une prise en compte du problème par les Nations Unies. À cet événement, il y avait 2 rapporteurs spéciaux et pas des moindres, en fait, ceux qui nous intéressent le plus. La rapporteuse spéciale sur la liberté de religion et celle sur la liberté d'association, parce que c'est vraiment un problème commun. Sans liberté d'association pour les églises, il n'y a pas de liberté de religion. Donc, on avait ces 2 rapporteurs. On avait aussi l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Et on avait le vice-président lui-même, le vice-président de l'Église protestante d'Algérie. Alors déjà, le fait de pouvoir tenir un événement à l'ONU, à Genève, c'est très important. Ça montre que le sujet n'est pas oublié, n'est pas mis sous la table, sous le tapis. À côté de l'événement, il y a aussi des rencontres qui peuvent se faire, notamment avec la mission permanente des Américains, mission permanente des États-Unis, qui peut aussi avoir son rôle à jouer dans la liberté de religion en Algérie. Donc en fait, c'est on peut dire un écosystème. Il n'y a pas des fruits directs de l'événement lui-même, mais il y a le fait de le faire, d'être à Genève, d'organiser des rencontres autour, de maintenir le dossier dans l'actualité. La conférence, par exemple, peut ensuite être revue sur notre chaîne YouTube. On peut en extraire des parties. On maintient un contact avec le pasteur, avec sa famille. On montre notre soutien aussi. Ça, c'est très important pour bien dire que les chrétiens ne sont pas isolés. Et après, ça, c'est du juridique, c'est des droits de l'homme. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est que la mobilisation continue, la mobilisation grandisse pour en effet avoir du fruit à terme. Ce qui est très possible parce que la situation en Algérie a été bonne jusqu'au début des années 2000, en fait, tant que les chrétiens n'étaient pas trop nombreux, si on peut dire. Mais à partir des années 2000, les chrétiens ont été de plus en plus nombreux et ils ont été perçus comme une menace, comme j'expliquais. Et d'une reconnaissance officielle de l'Église protestante d'Algérie, on est revenu à la fermer sur elle-même. Caritas aussi, donc même l'Église catholique en pâtit. Caritas a été obligé de fermer ses portes. Donc là, c'est l'Église catholique qui a un service d'aide sociale. Et en fait, il faut à tout prix continuer d'en parler pour ne pas l'oublier. C'est intéressant en tout cas de voir qu'il y a de plus en plus de conversions dans ces pays. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça en tout cas. C'est vrai que aussi ça donne beaucoup d'espoir le fait que vous nous disiez à l'instant que l'opinion publique, en tout cas que les instances internationales, les différents groupes dans les plus hautes fonctions par exemple des Nations Unies, de la CEDH dont on parlait tout à l'heure pour l'Azerbaïdjan, prennent peut-être avec de plus en plus de sérieux en tout cas tous ces dossiers pour des situations pourtant peu connues pour nous grand public. Donc je sais que vous avez encore beaucoup de travail à faire. Je crois que le CLJ, on peut le dire en peut-être 2 mots. Non, on va bientôt conclure, mais vous alertez aux plus hautes instances et vous apportez un soutien juridique. C'est ça, peut-être en 10 secondes. On va arrêter après. En 10 secondes. Oui, notre rôle, c'est d'analyser la situation en ce qui me concerne des chrétiens, leurs droits au niveau juridique, surtout la liberté de culte, et d'alerter au niveau de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'ONU tout ce qui ne va pas, et ensuite de faire un plaidoyer, au niveau des députés, au niveau des ministres, pour les mobiliser à nos causes. J'invite nos auditeurs à retrouver en tout cas ce dernier rapport sur le sort tragique des détenus dans les prisons de Bakou que vous avez publié pour le CLJ. Merci Thibaut van den Bosch, vous êtes chargé de plaidoyer pour la liberté religieuse au sein du Centre européen pour le droit et la justice. Merci encore et à bientôt.